Aujourd'hui, je te présente 24 sources de revenus à connaître pour les créateurs artisanaux. Donc si tu veux mettre en place un modèle économique viable pour ton activité, c'est par ici que ça se passe. Alors déjà, sais-tu quel est le revenu annuel moyen d'un micro-entrepreneur donc artisanal, un micro-entrepreneur qui est créateur artisanal? C'est un petit peu moins de 7 000 € par an de revenus, 6 810 € plus exactement. Et oui seulement, donc ça représente 567 € par mois, donc pas vraiment de quoi payer son loyer ou faire ses courses. Alors évidemment, c'est une moyenne, mais quand même, cette moyenne montre que les revenus sont souvent assez bas pour ce type d'activité. Et du côté des entrepreneurs donc, artisanaux, des créateurs artisanaux qui ont d'autres types de statuts d'entreprise, comme par exemple les SARL, les SAS, eh bien eux gagnent en moyenne 26 000 € par an, soit donc un peu plus de 2 000 € par mois. Donc c'est mieux, mais ça reste en fait en dessous des moyennes des revenus en France. Donc bien évidemment, pour les artisans créateurs, avoir des sources de revenus suffisantes, c'est vraiment une priorité. Quelles vont être mes sources de revenus pour pouvoir vraiment réellement en vivre pleinement? Donc dans cette vidéo, je t'explique toutes les sources de revenus qui sont disponibles pour toi. Au fait, bonjour, bienvenue sur la chaîne Future Fab, moi c'est Mathilde et donc je travaille depuis 14 ans auprès des makers, des artisans, des ateliers de fabrication. J'ai vu passer toutes sortes de revenus, de modèles différents dans mon expérience et c'est un super plaisir d'essayer ici de récapituler tout ça. Le but de la chaîne, c'est vraiment de t'aider à développer ton activité en tant que créateur et artisan. Alors c'est parti. Déjà, première brique de source de revenus, on va s'intéresser à ceux qui sont les revenus, on va dire, classiques pour un créateur artisanal. Avoir une bonne connaissance de ces options vraiment de fondation va vraiment te permettre déjà de faire des premiers choix. Première brique classique, la vente directe de produits donc en physique. C'est bien sûr la façon la plus répandue de générer des revenus lorsqu'on est créateur. Donc la vente directe, c'est quoi? C'est bien évidemment quand il n'y a pas d'intermédiaire. C'est vous directement qui vendez vos créations au client final. Donc typiquement, les marchés, les foires par exemple, sont des lieux où vous pouvez avoir un stand et vendre en direct. C'est vraiment un classique. Donc les marchés de créateurs varient en fonction des régions, des villes et des saisons. En général, les marchés de créateurs sont souvent organisés lors des périodes de forte affluence, donc typiquement comme les vacances, les fêtes de fin d'année, les périodes estivales. Donc ça peut être vraiment des pics d'activité dans votre modèle. Et évidemment, on va trouver aussi la vente en boutique, donc physique. Les créateurs donc artisanaux vendent généralement leurs produits dans une variété de boutiques. Ça va être assez rare d'être seulement dans une seule boutique. Et donc on va retrouver par exemple, donc de façon non exhaustive, donc les boutiques de créateurs et les concept stores. Donc là, c'est vraiment des boutiques spécialisées dans la vente de créations artisanales et la vente de créateurs locaux. Donc elles offrent une sélection de produits qui sont en général avec vraiment une forte touche d'authenticité, qui sont uniques, qui sont de haute qualité et qui attirent les clients qui sont en quête d'articles originaux. Autre type d'espace de vente pour les créateurs, les galeries d'art qui ont leur propre mode de fonctionnement, qui d'ailleurs prennent souvent des marges qui avoisinent les 50%. Et puis on va trouver les boutiques éphémères, les pop-up stores. Donc là, ce sont plutôt des boutiques temporaires en fait, qui ouvrent pour une période limitée. On va trouver aussi tout ce qui est de l'ordre des boutiques, de musées, des lieux culturels. En général, ils ont leur propre boutique et ils vendent des produits artisanaux qui sont liés en général à leur programme d'exposition ou à la thématique propre à cet espace culturel. On va trouver aussi les boutiques de souvenirs, les boutiques de cadeaux. Alors souvent, elles sont situées vraiment dans des zones touristiques et elles proposent des produits. Alors certaines proposent des produits vraiment de basse qualité, mais certaines sont plutôt spécialisées autour de créations artisanales, ce qui permet de repartir avec des souvenirs vraiment uniques pour les visiteurs. Et puis après, on va trouver des boutiques thématiques, donc par exemple toutes celles qui sont autour de la décoration d'intérieur, plutôt lifestyle, les boutiques de mode et d'accessoires. Donc là, c'est logiquement, on va trouver plutôt les créateurs de vêtements, de bijoux, de sacs, tout ce qui est accessoires. Et puis dernière famille de boutiques, on va trouver les ateliers boutiques ou les ateliers partagés, où là c'est souvent des artisans qui travaillent ensemble dans leur propre atelier, et l'atelier a un espace boutique où à des moments on va vraiment venir vendre les créations, souvent donc aux côtés des autres artisans qui partagent l'atelier et les moyens du lieu.
Donc chaque type de boutique ou d'espace de vente propose vraiment ses propres avantages et inconvénients. Ça peut vous aider à atteindre différents types de clientèle, à augmenter votre visibilité, à développer votre activité. Donc là, ça va vraiment être à vous de réfléchir en fonction de votre projet, votre vision, quel est et votre type de clientèle, quels sont les types de boutiques où vous pourriez vous positionner. Donc les boutiques en physique, ça c'est vraiment un point 1 à vraiment explorer. Et ensuite, vous avez évidemment tout ce qui est la boutique en ligne. Alors vous pouvez créer votre propre boutique en ligne. J'ai une vidéo vraiment dédiée à ce sujet, donc qui compare les principales plateformes de création pour créer votre boutique en ligne. Donc si le sujet vous interpelle, je vous invite vraiment à la regarder. Je compare notamment Shopify, PrestaShop, WordPress et beaucoup d'autres solutions. Ça peut vous permettre de vous repérer en fait dans toutes ces options-là. Un point à savoir que je voulais vous partager ici, c'est qu'en fait on a souvent tendance à penser que de nos jours une grosse majorité des ventes se fait en ligne, qu'on achète principalement en ligne, c'est comme ça. Mais en fait quand on regarde vraiment les chiffres, ça montre un petit peu le contraire. Oui, il y a une évolution de la vente en ligne, mais c'est pas tout. En 2022, la vente en ligne représentait seulement 12% du commerce de détail. Donc là, tout produit confondu. On n'est pas seulement sur les produits artisanaux, mais la plupart des achats se font encore en boutique, on va dire de façon générale. Alors évidemment, les jeunes générations achètent plus en ligne, mais environ 60% des achats en ligne impliquent une interaction avec un magasin physique. Donc ça veut dire qu'il y a une forte tendance en fait à quelque chose qu'on appelle l'omnicanal, c'est-à-dire qu'on passe facilement d'une boutique physique à la boutique en ligne. Donc il ne faut pas sous-estimer, on va dire, le pouvoir encore des boutiques physiques. Donc vous pouvez avoir votre boutique en ligne et vous pouvez aussi vendre via les places de marché comme Etsy, Un Grand Marché, Amazon Handmade. Là aussi, j'ai fait une vidéo vraiment dédiée à ce sujet pour comparer toutes les plateformes et t'aider à faire tes choix. Troisième option en ligne, évidemment les réseaux sociaux, comme Instagram par exemple, donc qui permettent à la fois de communiquer sur ta marque, mais aussi de faire de la vente directe. Ok, donc vente en ligne, maintenant on a la vente en gros. Donc là, c'est plus difficile à mettre en place, souvent au début de l'activité. Mais la vente en gros, donc passer par des intermédiaires, des grossistes qui vont ensuite revendre vos pièces, ça peut vraiment être très intéressant pour l'artisan créateur car ça vous permet de vendre à des volumes beaucoup plus importants ou en tout cas souvent de façon plus régulière. Donc ça peut être assez stabilisant en fait pour votre activité. Et beaucoup d'artisans ne pensent pas en fait à ces solutions-là, donc ça peut aussi vous permettre de vous démarquer. Vous avez un client professionnel avec qui vous êtes en lien et lui achète et va ensuite revendre au client final. Alors évidemment, il y a des marges à anticiper quand on passe par des grossistes, mais ça va vous permettre de stabiliser et de monter en volume potentiellement pour votre activité. Intéressons-nous maintenant aux activités de service pour le créateur artisanal. Alors donner des ateliers et des cours, ça peut être en personne ou en ligne, c'est une des activités très utilisées par les artisans. Weekendo est aujourd'hui la plateforme la plus utilisée en France pour l'organisation d'ateliers artisanaux. Sur le site, actuellement, en fait, vous trouvez 4000 ateliers, donc cours différents disponibles. Donc ça montre quand même la variété de ce qui est possible partout en France. Et il y a des rapports aussi qui montrent, notamment de l'OCDE, qui montrent qu'il y a une tendance croissante aujourd'hui à inclure des activités artisanales dans les programmes périscolaires, extrascolaires. Donc là, il y a peut-être aussi des opportunités pour vous. Il y a aussi les journées européennes des métiers d'art par exemple qui ont lieu chaque année, qui incluent toujours des temps d'ateliers, de démonstrations ouvertes au public. Donc il y a vraiment une demande autour d'eux. Sur ce sujet des ateliers créatifs, de comment animer vos propres cours autour de votre savoir-faire, je vous invite notamment à bouquiner un livre qui s'appelle Organiser des ateliers créatifs qui est vraiment sur ce sujet. Je vous le mets en description de la vidéo. À côté des ateliers et des cours, il y a par exemple aussi faire des prestations parfois pour d'autres artisans, pour d'autres créateurs. Donc prenons l'exemple d'un ébéniste spécialisé dans la fabrication de meubles en bois. Il souhaite intégrer des éléments par exemple en céramique dans ses créations. Il va faire appel à un céramiste spécialisé qui va venir concevoir et réaliser ces pièces pour ce projet. Donc il y a certains artisans qui fonctionnent vraiment en collaboration. Pour d'autres, ça peut être aussi vraiment de l'ordre de la prestation. Quand on a une activité assez développée, on peut même par exemple faire appel à d'autres artisans qui vont venir créer toute une partie des pièces, vraiment aider en fait parfois sur la partie
production à proprement parler, donc ça peut être une source de revenus. Côté restauration, réparation, c'est aussi une source de revenus possible. Là, on va plutôt être par exemple dans le cas où un client vient vers vous avec un meuble qui a subi des dommages donc au fil du temps. Il y a peut-être des pièces manquantes, une finition qui est altérée. Souhaite en fait faire restaurer, en tout cas par un artisan d'art spécialisé, son objet. Et enfin, autre type de revenu, tout ce qui est de l'ordre de la personnalisation. Donc là, par exemple, un client peut vouloir un objet avec un design spécifique, des motifs particuliers, et il va venir vers vous pour une commande en fait sur mesure. Il faut savoir un chiffre intéressant qu'il y a 85% des consommateurs qui s'attendent à vivre une expérience personnalisée. Alors qu'en fait seulement 10% des entreprises offrent réellement ce type d'expérience. Alors là c'est tout secteur confondu, pas seulement dans l'artisanat, mais il y a quand même une vraie demande autour de cette idée de personnalisation. Et d'ailleurs 80% des consommateurs sont aussi plus enclins à finaliser un achat en ligne lorsque la marque propose des expériences personnalisées. Vous allez plus facilement convertir, on va dire, votre visiteur en client. Donc là, on était dans tous les classiques, on va dire, des sources de revenus pour les créateurs. Là, on va s'intéresser à tout ce qui est de l'ordre des revenus moins classiques pour le créateur artisanal. Donc peut-être des idées un petit peu nouvelles ou des choses qui sont moins faites, moins utilisées comme flux de revenus par les créateurs. Alors, il y a toute une famille autour des revenus passifs. Les revenus passifs, c'est vraiment des types de revenus qui normalement ne demandent pas d'être là derrière chaque vente, de prendre beaucoup de temps pour vous à chaque fois que vous faites une vente. En fait, vous mettez en place un système qui vous permet de vendre vos pièces de façon, j'ai envie de dire, presque quasi automatique. En tout cas, ça, c'est l'objectif, mais en tout cas, en y passant peu de temps. Alors, parmi ces revenus passifs, on va trouver par exemple les revenus de créateurs de contenu. Donc là, on va penser sponsoring, abonnement. En fait, pour beaucoup de créateurs aujourd'hui, vous êtes nombreux à avoir pris l'habitude de publier régulièrement sur les réseaux sociaux, Instagram par exemple, et donc vous avez l'objectif en général en faisant ça de faire connaître votre marque. Pour certaines et certains d'entre vous qui se prennent vraiment bien au jeu, vous devenez en fait de véritables créateurs de contenu. Donc vous êtes suivis par de nombreuses personnes, vous créez du contenu inspirant. Alors, je ne sais pas si vous voyez exactement la nuance, mais il y en a vraiment une importante en fait entre les deux. C'est que dans le premier cas, c'est vous maîtrisez les réseaux sociaux pour obtenir des clients directement. Vous essayez de communiquer, de vendre via les réseaux. Et dans le deuxième cas, c'est plus vraiment ça en fait. Vous êtes devenu créateur de contenu pour les réseaux sociaux. C'est ça l'objectif. Vous n'avez pas forcément nécessairement l'objectif de vendre vos pièces directement en postant. Et donc vous partagez avant tout en fait votre univers, votre esthétique, aussi un message qui est vraiment fort. Et donc les gens vous suivent pour ça, ils vous suivent pour être inspirés. Et donc devenir créateur de contenu, ça se joue donc vraiment au type de contenu que vous publiez, mais aussi à votre audience. Il faut avoir un certain volume, on va dire, d'audience. Et quand vous passez vraiment créateur de contenu, là, vous pouvez vraiment commencer à intéresser des marques qui peuvent vous devenir, par exemple, sponsors, qui vont créer des collaborations avec vous. Vous pouvez même devenir ambassadeur, par exemple, d'une marque. Et vous pouvez aussi, évidemment, être directement rémunéré par les plateformes de réseaux sociaux sur lesquels vous êtes. Donc avec une audience donc, très ciblée, très réactive, vous pouvez vraiment commencer à générer des revenus dès que vous obtenez quelques milliers d'abonnés, mais ça se joue à la qualité, on va dire, des gens qui vous suivent en termes de ciblage. Je regardais l'autre jour les contenus d'une céramiste, par exemple, qui s'appelle Lodem, qui a une chaîne sur Twitch et elle a près de un petit peu moins de 10 000 abonnés. Elle se filme en train de fabriquer, de tourner de la poterie, en train de fabriquer ses pièces. Elle a vraiment développé toute une communauté qui lui achète des pièces, qui lui envoie aussi d'autres façons de financer son activité. Dans cette même famille des revenus, on va dire passifs, il y a tout ce qui est autour de l'affiliation. Donc là, c'est vraiment un vecteur de revenus en ligne qui peut s'avérer très intéressant. Et ça, c'est un point pour moi d'étonnement depuis vraiment longtemps. Je ne comprends pas du tout pourquoi les entrepreneurs créatifs ne font pas plus appel à l'affiliation pour développer leur activité. En fait, très peu pensent à mettre en place leur programme. Donc, si vous avez des idées d'ailleurs de pourquoi, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse carrément. Donc, le principe de l'affiliation, vraiment, c'est de récompenser en fait les personnes qui vous réfèrent de nouveaux clients. Donc, vous avez votre page produit, vous leur donnez un lien qui mène vers votre site, donc vers votre boutique en ligne. Et lorsque quelqu'un achète un de vos produits, la personne qui vous a référé reçoit une petite commission dont vous décidez le montant. 10%, 20%, moins. Mais en tout cas, la vente se fait via cette personne référente, donc vous avez moins de travail à faire.
parce que vous avez tout un réseau potentiel de personnes qui croient en vous, qui vous soutiennent et qui vous envoient en fait des clients, typiquement via ces liens que vous leur fournissez. Ensuite, on va trouver tout ce qui est de l'ordre du produit numérique. Donc là, on est encore dans les revenus qu'on appelle, on va dire, passifs, même s'ils demandent pas mal de boulot. Quand on dit produit digital, on pense par exemple à des vidéos, un e-book, des documents en PDF, des templates par exemple. Mais ça peut être aussi des fichiers par exemple de pièces. Par exemple, vous vendez des impressions 3D, vous pouvez vendre aussi les fichiers qui permettent aux gens d'imprimer en 3D. En fait, c'est souvent l'équivalent numérique soit de vos pièces, mais ça peut être aussi des tutos par exemple pour expliquer comment utiliser certains de vos créations ou pour aller plus loin si vous vendez par exemple de la mercerie par exemple. Il y a plein de choses à faire qui sont assez sympas. La façon dont vous organisez par exemple votre production, vous pourriez par exemple créer des templates sur Notion. Enfin, il y a plein de choses possibles autour des contenus digitaux, des produits digitaux qui peuvent bien compléter votre activité artisanale. Alors souvent on appelle ça les printables, c'est donc des fichiers en fait à télécharger. Je trouve que les artisans pourraient s'emparer beaucoup plus de ces types de revenus. On va aussi parler ici des licences de design. Donc là, on est sur un autre type de revenus. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir des accords en fait, donc légaux qui vont vraiment définir les conditions d'utilisation de votre création, de votre design. Alors, c'est souvent utilisé dans le monde du graphisme, autour des logos, des illustrations, mais aussi des maquettes. On va là venir vraiment protéger ses droits en tant que créateur en déterminant donc, comment le design peut être utilisé par les autres parties, par les autres utilisateurs. Et donc souvent, c'est donc des licences qui peuvent être payantes, qui incluent notamment un système de redevance ou bien parfois juste des frais d'utilisation uniques. Mais donc voilà, c'est un revenu en soi pour les... Ça s'adresse à certains types de créateurs, mais je trouvais important de le mentionner ici. On va aussi avoir tout ce qui est de l'ordre des collaborations avec d'autres marques. Alors là, ça peut vraiment être intéressant de se lier par exemple à une marque qui est déjà bien instituée. Ça peut même être des marques qui n'ont aucun rapport avec l'artisanat, mais qui se reflètent, enfin, leurs valeurs de marque par exemple peuvent être proches des vôtres ou leur esthétique. Et donc on va monter une collaboration avec ces marques pour travailler ensemble. Et si la marque est plus grosse que vous, par exemple, ou a accès à des types de clientèle différents, vous allez pouvoir générer des nouveaux revenus parce que votre création sera visible à d'autres personnes et donc vous aurez potentiellement une croissance des ventes. Vous êtes toujours là? On y est presque, mais vraiment c'est sympa d'avoir l'ensemble comme ça, vous pouvez vraiment faire votre choix. Il y a un type de revenu, alors je dis, c'est pas vraiment des revenus, mais c'est un flux financier, tout ce qui est de l'ordre de la subvention, du financement, via des aides notamment. Donc il existe des subventions et des aides au niveau régional, national, européen pour les artisans. En fait, ça peut être vraiment une aide, notamment à l'installation, au moment si vous êtes en une phase de transmission d'activité ou au moment de l'achat d'équipement par exemple. Donc ce n'est pas vraiment des vrais revenus, donc je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails ici, mais je le mentionne parce que c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément et ça pourrait faire l'objet d'ailleurs d'une autre vidéo. Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à savoir autour de ça. Et ensuite, encore différent, les concours de créateurs. Donc là, j'ai abordé le sujet dans la vidéo donc sur les concours de créateurs. Je faisais vraiment le point sur tous les types de concours, etc., comment se repérer, enfin tout. Donc je vous invite à la regarder si ça vous parle. Mais là, il s'agit de revenus ponctuels, donc ils sont souvent assez difficiles à obtenir parce qu'il faut gagner ce concours. Mais par contre, ça peut être de véritables leviers vers plus. En France, il y a de nombreux concours qui sont prestigieux, qui mettent en avant les créateurs, les artisans. Et il y en a aussi qui sont plus petits, peut-être plus accessibles et qui vous permettent aussi de développer votre activité. Et enfin, le crowdfunding. Le crowdfunding, ça consiste à faire financer votre projet donc en pré-lancement. La plateforme internationale la plus populaire, c'est Kickstarter. Il y a eu plus de 200 000 projets financés avec succès donc depuis sa création en 2009. En France, on a notamment KissKissBankBank et Ulule. C'est un peu les deux principales plateformes pour lancer son projet quand on est créateur artisanal. Le taux de réussite des projets sur Ulule en 2023, c'était 65%. Donc c'est vraiment un chiffre plutôt élevé. Vos chances sont plutôt hautes de réussir à financer votre projet. Par exemple, mon ami Guillaume a créé Abellio. C'est une entreprise artisanale spécialisée dans la distillation d'absinthe et de liqueur de framboise. Il est situé dans le Morvan et il fait des produits vraiment naturels.
Et en fait, il s'est lancé au tout début grâce au crowdfunding. Donc, il a lancé une campagne de financement sur Ulule pour créer donc sa distillerie artisanale. En fait, il a vraiment annoncé son ouverture grâce à cette campagne et il a pu en fait lancer l'information pour obtenir les précommandes en fait des premières bouteilles en fait avant même qu'il commence la production pour de bon. Ça lui a permis de sécuriser son activité. Le projet a réussi à collecter donc 4 000 €. Il a dépassé son objectif initial qui était à l'origine de 2 500 €. Et les fonds lui ont servi en fait à acheter du matériel de distillation, à aménager ses locaux. Et ensuite, il a pu démarrer la production pour les premières bouteilles donc commandées et les livrer à ces différentes personnes qui l'avaient soutenu via cette plateforme de crowdfunding. Donc c'était vraiment un tremplin pour se lancer, pour démarrer. Et pour finir, voyons un petit peu comment justement vous pouvez vous organiser pour créer un vrai modèle économique, donc on appelle hybride. Vous n'allez pas dépendre d'une seule source de revenus, vous allez plutôt combiner les sources de revenus pour pouvoir réussir à en vivre, avoir une audience plus large également. Ça vous permet aussi de vous diversifier et donc de réduire les risques. Donc voyons quelques exemples concrets de modèles économiques hybrides pour les créateurs donc artisanaux. Alors par exemple, vous pourriez faire de la vente en direct donc, sur une place de marché comme Etsy, en parallèle organiser des ateliers et puis utiliser le crowdfunding par exemple lorsque vous lancez une nouvelle collection. Ça pourrait être par exemple quelque chose comme ça en 3 points. Vous pourriez aussi par exemple avoir votre boutique en ligne qui est vraiment votre activité principale et vous êtes présent sur des marchés artisanaux au temps vraiment clé, en été, à Noël. Et puis entre les deux, vous faites parfois des prestations pour d'autres créateurs. Un autre scénario, vous misez tout sur Instagram, vous faites vos ventes via Instagram et vous combinez ça avec de l'affiliation et puis des produits numériques. Donc vous vendez par exemple des tutos en parallèle. Vraiment, vous êtes complètement en ligne et vous combinez les différentes façons de gagner des revenus en ligne. Ou un autre scénario, vous faites que de la vente en gros, donc rien en direct avec le consommateur final. Vous collaborez avec d'autres marques qui, elles aussi, gèrent les ventes pour vous et vous faites par contre des commandes sur mesure pour des pièces vraiment particulières, vraiment uniques qui vous permettent vraiment de faire des projets qui vous enthousiasment. Donc vraiment l'idée d'être vraiment full intermédiaire le moins possible à la vente. Autre idée, vous faites principalement des prestations pour d'autres créateurs, vous êtes en lien avec plein d'artisans, etc. Vous travaillez avec eux et vous avez un atelier boutique, vous êtes dans votre atelier, vous vendez de temps en temps en boutique et vous avez un accord, peut-être parfois exclusif avec une galerie d'art qui vend des pièces pour vous. Donc vous voyez finalement c'est presque un petit peu des chemins de vie que vous prenez quand vous choisissez votre modèle économique, c'est des scénarios qui font que même votre mode de vie, votre temps passé, le type de création que vous allez faire vont pas être les mêmes. Voilà, donc il faut vraiment être à l'écoute de votre appétence, les choses que vous aimez faire ou non, le type de vie que vous aimeriez avoir et ça vient aussi s'intégrer dans cette création de votre modèle hybride. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous y apprenez des choses, en tout cas que ça peut permettre parfois de juste conscientiser les choses pour pouvoir faire les choix. Et je vous invite à laisser vos commentaires, à liker, à vous abonner à la chaîne. Je suis plus que jamais motivée de vous apporter toujours plus de contenu utile pour développer votre activité artisanale. Voilà, c'est tout pour moi. À bientôt!